Bonsoir, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors, au programme aujourd'hui, la colère des forains en Bretagne, un nouveau président pour le Stade brestois et la rencontre avec l'une des rares dessinatrices judiciaires en France qui expose à Fouesnant tout au long du mois de mai. Et puis, comme chaque mois de mai, le goéland masqué atterrit à Pin-Mare, le fameux festival de polar qui cette année va battre au rythme du rock. Pour en parler, Roger Elias, président du festival du goéland masqué. Bonjour Roger. Bonjour. Et à vos côtés, Arnaud Le Gouefflec, entre autres auteur scénariste de BD brestois et féru de rock. Vous êtes l'un des invités du festival du goéland masqué. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et le goéland masqué, ça se déroule du 13 au 16 mai à Pin-Mare. On en parle dans un instant tous ensemble. Et puis comme chaque mardi, nous mettons un coup de projecteur sur un projet breton qui a besoin de vous pour se concrétiser. Aujourd'hui, on se plonge dans un univers très particulier avec Réaction, un jeu de plateau qui vous entraîne dans un univers médiéval, fantastique breton. Et c'est vous, Guillaume Sandance, qui l'avez inventé. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous nous en parlez et vous nous montrez comment ça fonctionne. Ce sera dans l'instant coup de pouce en fin d'émission. Mais tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce mardi 10 mai. En grève depuis 5 semaines pour leurs conditions de travail et leur salaire, une vingtaine de salariés de la Sarp-Ouest ont mené ce matin dès 8 h une opération de barrage filtrant à Guilers et Brest autour du rond-point de Pinfeld. Les salariés souhaitent que la direction améliore leurs conditions de travail. Ils réclament une meilleure organisation mais aussi une revalorisation de leur salaire et du montant de leur panier repas. À Brest, 47 personnes travaillent sur le site, une vingtaine sont en grève depuis le 11 avril. On écoute tout de suite Philippe Leney. Il est délégué syndical Force ouvrière et c'est au micro de Julie Sicot. C'est les conditions de travail surtout, la pression qu'on exerce sur nous au boulot, les sanctions pour un oui, pour un non, c'est même exagéré. Ils ne respectent pas nos horaires, quoi. Les plannings sont faits n'importe comment. On est censé faire 37 heures, on est plus près des 40. Et après, bon, des fois ça dépasse plus quand il y a des urgences, quoi, et donc les temps de repos après sont pas respectés. Les négociations n'aboutissent pas, ils proposent toujours la même chose, ils veulent pas en démordre. On tiendra le plus longtemps possible de manière à avoir au moins quelque chose. Et puis le 26 mai prochain, les industriels forains et circassiens manifesteront à Paris. Fête repoussée à la périphérie des centres-villes, diminution du nombre de rendez-vous annuels, concurrence des parcs d'attractions. La profession souffre. On regarde le reportage ce dimanche à Ploërmel de Fanny Coconnier et Xavier Patrijon pour TB Sud. Ici, sur ce parking de Ploërmel, les forains sont restés 10 jours. Une vingtaine d'attractions et stands ouverts sur un emplacement qui fait grincer les dents des forains. À Ploërmel comme ailleurs, depuis quelques années, les fêtes foraines ont quitté les centres-villes pour la périphérie. Une mauvaise opération financière. À l'époque où la fête foraine s'installait encore au centre-ville, c'était mes parents qui avaient le manège. Moi, j'ai toujours connu à mon compte que la fête foraine installée en bas. Mais par rapport au retour que j'en ai, et même si j'étais jeune, je me rappelle très bien, ça n'a rien à voir, c'est plus la même fête foraine. Avant, on pouvait ouvrir tous les jours de semaine, on ouvrait tous les soirs, on avait des soirées, ça faisait profiter un peu les bars, ça faisait un peu profiter tout le monde. Et là, à l'heure actuelle, on est ouvert les mercredis, samedis, dimanches, on a perdu toutes les ouvertures de semaine et en soirée, on essaye d'ouvrir, mais en général, ça rapporte rien, quoi. C'est de plus en plus dur d'y arriver parce que on est de plus en plus excentré, on a de plus en plus de difficultés à faire notre boulot. Frais de gasoil, location d'emplacement, frais de maintenance à assurer, les trésoreries souffrent. Mais la délocalisation des fêtes, c'est un moindre mal. La difficulté principale, c'est la diminution du nombre de rendez-vous annuels. En une vingtaine d'années, le syndicat des industriels forains a dénombré plus de 300 disparitions en Bretagne, avec ses conséquences. On ne peut plus travailler. Moi, personnellement, par exemple, au mois de juillet, mon manège va rester 4 semaines à l'arrêt. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de prospecter, essayer de chercher un endroit où installer ce manège-là. Donc, vous savez, quand une fête disparaît, on ne peut pas arrêter de travailler. Donc, on se reporte sur les fêtes existantes. Quand on arrive dans une fête qui est déjà existante, automatiquement, quand il n'y a plus d'emplacement, il n'y en a plus. Donc, ça crée des tensions avec la municipalité, ça crée des tensions avec les autres industriels forains qui participent déjà à cette fête-là. Et au bout d'un moment donné, la municipalité, tellement qu'il y a de problèmes, elle fait le choix de la supprimer aussi ou de la délocaliser. Ces difficultés, les forains les ont fait remonter aux parlementaires bretons. Ils proposent également des solutions avec la mise en place d'une réglementation des fêtes foraines, des pistes pour renouer la confiance avec les communes et renouer avec les fêtes de centre-ville.
C'est désormais officiel, le Stade brestois a un nouveau président, c'est Denis Le Saint qui prend la relève d'Yvon Kermarek. Le groupe Le Saint préside déjà la talentueuse équipe du Brest-Bretagne Handball. Le nouveau président ambitionne la montée du Stade brestois en Ligue 1. Reste le nom de l'entraîneur qui prendra la place d'Alex Dupont. Alors à ce sujet, on écoute Denis Le Saint au micro de Frédéric Lorenzo. Vous parlez de Paul Le Guen, il n'y a rien d'acté ni pour l'un ni pour l'autre. Aujourd'hui, il y a plusieurs noms qui circulent, hein. Je ne vais pas tous les citer. L'objectif pour nous est d'avoir un coach demain quelque part qui soit, je dirais, en accord avec nos valeurs à nous à Brest, hein, je dirais, le Finistère a ses valeurs. Il faut également qu'il soit ambitieux, parce qu'on va l'être, hein, parce que je dirais, on aime le Stade brestois, on le suit depuis 20 ans, donc on a vécu de grands moments au stade et on veut en vivre encore d'autres, donc c'est pour ça que ce challenge-là nous intéressait quelque part. Voilà, et dès 20h ce mardi, retrouvez Denis Le Saint dans une émission Tous au Stade spécial sur TBO, à revoir sur notre site tbo.bzh. À Lannion, dans les Côtes-d'Armor, Nokia a racheté Alcatel-Lucent en janvier dernier. Le géant finlandais investit 30 millions d'euros pour développer 3 nouveaux bâtiments sur le site trégorois. Le point sur ce chantier d'ampleur qui se termine à la fin de l'année avec Armel Bellund-Gautré. Sur le plateau industriel lagnonnais, les travaux de Nokia démarrés en juin dernier vont bon train. Le chantier fait sortir de terre 3 bâtiments de 3000 m² chacun sur 3 niveaux. La construction sera achevée à la fin de l'année 2016 et les salariés devraient occuper les nouveaux bâtiments au premier trimestre 2017. Le chantier global, achevé un peu plus tard dans l'année, comprend la démolition des anciens bâtiments, la rénovation du gymnase et un nouveau poste de garde à l'entrée du site. Au total, 30 millions d'euros d'investissement pour le Finlandais Nokia, qui continue ce projet lancé par le groupe Alcatel-Lucent, racheté en janvier dernier. Quant à la partie ouest du site, acquise par l'Agnon Trégor Communauté, elle fait l'objet de projets de développement économique en cours de définition. C'est une exposition étonnante qui se tient à Fouesnant tout au long du mois de mai. L'artiste Elisabeth de Pourquerie est illustratrice judiciaire. Avec les procès DSK, Cahuzac ou encore Doutreau, elle sillonne les tribunaux français pour dessiner lorsque les caméras sont interdites. Rencontre avec Gaëtan Pinel. Presque 100 croquis d'audience à explorer à l'atelier d'encadrement de Fouesnant. Jusqu'à fin mai, la dessinatrice de presse judiciaire Elisabeth de Pourquerie y expose ses œuvres. Parmi les plus connus, l'affaire Doutreau et le procès du Carlton de Lille, avec Dominique Strauss-Kahn notamment. Je vais sur la plupart des plus grands procès, les procès dont on va parler, et surtout les procès où il n'y a pas d'image. Si elle se destinait d'abord à la bande dessinée, elle s'est ensuite redirigée vers un domaine qui la fascine. Et c'est devenu une passion parce que c'est aussi une histoire, ce sont des moments historiques. Tous les dessins que vous voyez dans cette exposition, ce sont des œuvres uniques et historiques parce que chaque procès est une histoire en soi. Elisabeth de Pourquerie fait partie des 3 seuls dessinateurs accrédités par la presse judiciaire. Un milieu peu connu qui nécessite de travailler dans l'urgence. En très peu de temps, on doit être capable de dessiner un personnage en mouvement qui n'est pas du tout là pour poser pour vous, mais qu'il faut croquer, c'est-à-dire restituer son attitude au crayon et à l'aquarelle, les couleurs, la lumière et bien sûr son expression. Parfois vous avez des audiences vous pouvez avoir 1 heure, 2 heures pour faire un beau dessin fouillé, mais parfois et plus souvent ça arrive que vous ayez que 20 minutes seulement. Ces croquis, elle les fournit ensuite aux journaux télévisés et parfois même de presse écrite. Et faire cette exposition en Bretagne relevait d'une évidence pour la dessinatrice. Pour moi, c'était très important d'exposer dans le Finistère, parce que c'est là où j'habite. J'habite ici à Fouesnant depuis 7 ans et j'ai de la famille à Concarneau, à Quimper. Enfin, pour moi, c'était évident que cette exposition, il fallait qu'elle ait lieu ici, en Bretagne. Tout le mois de mai, du mardi au samedi, l'atelier d'encadrement de Fouesnant ouvre donc ses portes pour dévorer des yeux les croquis d'audience d'Elisabeth de Pourquerie. Et dans les jardins de l'abbaye de Daoulas poussent désormais des plantes et des arbres médicinaux. Si les plantes sont déjà en terre, les jardins n'ouvriront leurs portes que jeudi. Visite guidée en avant-première sur les sentiers de Daoulas avec Camille Pochet. Elles ont des effets contre le rhume, contre les maux de ventre ou encore sont à l'origine de médicaments. Les plantes qui ornent le jardin de l'abbaye de Daoulas soignent.
Depuis 3 ans, Pascal Vieux travaille à l'élaboration de ce jardin d'arbres médicinaux. En tout, nous avons 650 plantes médicinales, donc on vient d'en ajouter 350 sur ces 650 dans le jardin des arbres médicinaux. Le choix des plantes, en fait, c'était un petit peu un challenge. L'objectif, c'était de réaliser un parc qui était vraiment ornemental, le plus beau possible. Donc, il fallait fournir une gamme variétale au paysagiste qui a conçu le parc, qui soit une gamme entièrement composée de plantes médicinales. Donc, j'ai fourni une liste de à peu près 1 millier, on va dire, d'espèces qui m'intéressaient, moi en tant que gestionnaire des collections végétales. Et ensuite, le paysagiste a trouvé les textures, les couleurs, tout ce qui pouvait s'associer et fonctionner ensemble. Dans ce jardin, les plantes viennent de tous les continents. Celle-là sert aux Zoulous pour préparer des remèdes contre la bronchite. On souhaitait mettre l'accent sur la diversité des cultures médicinales à travers le monde, la façon dont on va appréhender qu'est-ce que la santé, qu'est-ce que la plante et comment on va utiliser la plante pour restaurer la santé. Donc évidemment, on a les industries pharmaceutiques du monde occidental, mais on a toutes les approches holistiques, chinoises, voilà, toutes les approches traditionnelles, jusqu'au chamanisme, jusqu'à la sorcellerie dans certains cas. Si les plantes ne sont pour l'instant qu'au tout début de leur croissance, dans quelques années, des arbres seront dans le parc. L'idée, se servir du lieu pour apprendre aux visiteurs à reconnaître les plantes et leurs propriétés. 2 types de visites sont au programme pour transmettre le savoir. Des visites flash et visites un peu plus longues pour découvrir le jardin et toutes les propriétés des plantes. Il y a également l'exposition photo de l'artiste espagnole Cristina García Rodero, en lien avec les croyances et donc l'exposition Bonne Fortune et Mauvais Sort. En attendant que les arbres poussent, les visiteurs peuvent déjà découvrir les jeunes pousses, comme des saules, des citronniers épineux ou des faux poivriers. Allez, direction le sud du département, puisque c'est à Pinmar, en pays Bigoudin, que se déroule ce week-end le festival du Goéland masqué. On en parle tout de suite avec nos invités. Roger Elias, vous êtes donc le président de cet événement dédié à la littérature policière pour cette 16e édition déjà du Festival du Goéland masqué. Le rock est à l'honneur. Alors pourquoi cette envie de lier le rock, de mettre le rock en avant cette année ? Oui, ça faisait longtemps que l'on avait ce projet-là, je dirais, dans les casiers. Mais comme notre spécificité naturelle, c'était plutôt le livre que la musique, qui dit festival lié au rock disait également concert, donc une infrastructure quand même qui changeait de dimension. On a longtemps hésité à mettre cela en place, mais avec l'aide de nombreux bénévoles de la ville de Pinmar, des cafetiers ou bistrotiers de Pinmar qui sont toujours partie intégrante de l'association. Parce que le festival sort de ses murs, hein. C'est pas un festival qui reste dans une petite salle, on le trouve partout. C'est un festival qui prend ses aises, je dirais, dans la ville de Pinmar, et donc qui multiplie les différentes activités dans les lieux les plus insolites. Tenez, il y aura une lecture en haut du Fardingbull, que nous avons intitulé modestement, comme nous sommes bigoudins, la lecture la plus haute du monde. Il y aura également des lectures dans une chapelle, sur un chalutier, et donc des comédiens professionnels, dont 2 sociétaires de la Comédie Française qui viendront lire des textes justement sur la littérature un festival noire. Qui sort des murs et puis qui veut rock'n'roll. Parmi les 54 auteurs invités, si je ne dis pas de bêtises, Roger, on trouve Arnaud Le Gouefflec. Arnaud, en quoi l'univers du rock et celui du polar sont liés selon vous ? C'est le noir, quoi. Ouais. Hein, je veux rester dans le noir, comme disait Coluche. Il y a un cousinage, parce que c'est de la musique populaire, c'est de la littérature populaire. Donc tout simplement, il y a un côté, il y a un soubassement secret qui rejoint qui réunit ces deux expressions de la culture populaire. Vous, dans votre travail, rock et littérature noire sont liés. On l'a vu dans la BD que vous avez fait avec le dessinateur Briac Macorlan, qui avait eu un prix au festival l'année dernière. Oui, le prix Morvan l'année dernière. Voilà. Vous êtes chroniqueur aussi dans la revue dessinée avec Face B sur l'histoire de rock. Absolument. On sent bien que tout ça, vous êtes finalement un peu l'emblématique du festival parmi les auteurs. Je pense pas, non, mais disons que j'ai cette pathologie là. que beaucoup d'auteurs ont, c'est-à-dire que je pense que c'est pas un cas si rare que ça. On est nombreux, je pense, à avoir un pied dans la littérature et un pied dans la musique. C'est presque une affaire de génération. Et le rock, c'est une affaire de génération aussi.
Voilà. En tous les cas, vous êtes nombreux les auteurs invités et vous venez parfois de loin, Espagne, États-Unis, Iran ou même Nigeria, Roger Elias. Mais comment vous les sélectionnez ? Eh bien, donc, il y a deux façons. C'est ou bien nous avons lu les livres de certains auteurs et nous les avons aimés, ou bien maintenant, les maisons d'édition qui connaissent notre savoir-faire, notre sérieux, nous proposent des auteurs. C'est le cas du Nigérian Leye Adenle, qui nous a été proposé par Métellier. C'est son premier livre. Il a été à Londres, il a été à Oxford, il a été à Lyon, il vient à Pamar. Donc, quand on fait ainsi l'échelle de tous ces passages, on est quand même en bonne compagnie. Ils ont tous une petite touche rock, ces auteurs, cette année ? Oui, alors, si je pense à Leye, c'est plutôt de l'afrobeat, c'est-à-dire de la musique nigériane essentiellement, mais quelque part, on est quand même dans la culture, parce que le rock, effectivement, d'ailleurs, on en reparlera pendant tout le week-end, on aura des discussions sur le rock, on essaiera de définir un petit peu ce que c'est que le rock. Dur travail. Est-ce que Arnaud a déjà une réponse ? C'est quoi le rock ? Le rock en Afrique, c'est l'afrobeat, par exemple. En fait, le rock prend des formes et caméléon selon les lieux où et la tendance de l'époque, c'est qu'on est en train d'oublier ce vieux fantasme de world music pour découvrir qu'il y avait du rock en Afrique, du rock en Thaïlande, du rock en Amérique du Sud, et que finalement, tout ça, c'est du rock aussi. On aura l'occasion donc de découvrir tout ça sous forme de conférences également. De conférences, et on aura l'historien du rock brestois, Olivier Pollard, qui viendra nous parler du rock à Brest, et l'historien du rock bigoudin, parce que Gilbert Cariou nous parlera du rock bigoudin dans les 60s. C'est du rock dans les 60s chez les bigoudins. Oui, parce qu'on a tendance, cette conférence. On a tendance à oublier, mais parce qu'on pense souvent aux cornemuses, biniou et bombarde, mais la guitare électrique a été dans les années 60-70 aussi présente dans le paysage culturel que ne le fut en fait les instruments plus traditionnels. Il y avait une différence, Arnaud Le Gouefflet, entre le rock brestois et le rock bigoudin ? Je ne sais pas, il faudrait demander à Olivier Pollard, je pense qu'il lui connaît. À découvrir ce week-end, en tous les cas, au Goéland masqué. Arnaud, en tant qu'auteur finistérien, c'est devenu un rendez-vous incontournable, le festival ? Oui, j'y vais tous les ans, en fait, parce qu'on a d'abord la gentillesse de m'inviter, et puis ensuite j'y commence à y connaître un certain nombre de collègues qui sont quand même... Il y aura Gérard Hall cette année aussi, j'imagine, il y a Jean-Bernard Pouy, j'y vais avec mon camarade Briac aussi, donc finalement on finit par se retrouver là-bas, parce que c'est un festival qui a une âme et qui a bonne réputation auprès des auteurs, parce qu'on s'y amuse et puis on y passe un moment sympa. C'est pas juste de la tête de gondole. Ça montre aussi qu'il y a un vivier d'auteurs locaux de qualité, Roger Elias. Oui, il n'y a pas besoin d'aller trop loin finalement pour les trouver. Absolument. Et c'est vrai que Pamar, c'est un port de pêche. Il y a des connexions que nous faisons souvent avec Douarnenez, Gérard Hall, avec Brest, énormément. Notre ancien président du jury, c'était monsieur Jean-François Quadmer, qui était quand même l'écrivain brestois de référence. Et cette année, en fait, un groupe de Havre, 12 musiciens et des auteurs en fait de romans qui viennent chanter donc le samedi soir. Donc plein de choses. Pour répéter un peu, donc Polar, BD, littérature jeunesse aussi également à l'honneur. Oui. On a donc des expositions avec des planches issues de votre travail, des planches originales qui sont exposées, des conférences extérieures. Puis vous l'avez un peu abordé en début de discussion, des showcases, des petits concerts en fait répartis un peu partout. S'il ne fallait en voir qu'un ce week-end, ce serait lequel? C'est difficile de choisir. On ne peut pas en voir qu'un seul. Il faut passer le week-end. Deux quand même pour. Je donner un rendez-vous, Roger. Les trois rendez-vous du soir, du vendredi, samedi et dimanche seront différents, mais on va essayer donc de contenter un public assez large, surtout le samedi soir dans la rue, où ce sera peut-être, je dirais, un rock plus consensuel, plus général, alors que le vendredi et le dimanche, ce sera plutôt du garage rock ou du street rock, donc ce sera quand même quelque chose de plus pointu et différent. Avec un groupe brestois d'ailleurs très important. Tu vas en dire un mot, peut-être que tu le connais, Arnaud. Il y a MC Viper qui vient, qui est un super groupe brestois de rock garage, effectivement. Voilà, donc ça vaut le coup. Bon, c'est bien, comme ça on a un petit coup de cœur en tous les cas. Merci beaucoup à tous les deux. Puis j'imagine juste que vous attendez du monde. Il y avait eu plusieurs milliers de personnes déjà l'année dernière. Vous en attendez tout autant on espère, et on espère que grâce au beau temps qui arrive, voilà, cela nous permettra de sortir. Rendez-vous à Pamar dès ce vendredi pour le festival du Goéland masqué. Toutes les infos, vous les retrouvez via notre site www.tbo.bzh, bien sûr. Vous connaissez l'adresse. Merci à tous les deux. Et tout de suite, on passe à l'instant coup de pouce.
Guillaume Sandance, vous êtes un véritable passionné de jeux de stratégie et d'ailleurs à vos heures perdues, vous en concevez vous-même. Vous venez nous parler aujourd'hui de Réaction. Réaction, c'est un jeu de cartes qui se situe dans un univers fantastique, médiéval, breton. Mais alors, comment on y joue? À combien on y joue? Comment ça se passe, Guillaume, ce jeu? Alors Réaction, c'est un petit jeu de cartes qui se joue de 2 à 4 joueurs pour des parties de 10 à 20 minutes. Et dès l'âge de 10 ans environ. Donc c'est un jeu qui ressemble de très très loin à un jeu de 7 familles, mais avec 4 familles. Donc il y a la terre, le vent, l'eau, le feu. Et dans ces familles-là, il y a des magiciens, donc des mages en fait qui sont humains. Il y a un sonneur qui joue de la cornemuse, une bigoudaine qui fait des crêpes, un marin. On est bien en Bretagne, on est bien dans l'univers breton, il n'y a pas de doute. Voilà, et en plus de ça, il y a aussi des korrigans, donc, parce que je voulais mettre des korrigans. D'accord. Et ces personnages, justement, vous allez les chercher, vous êtes féru de littérature peut-être de cet univers-là déjà? Ah oui, bah, j'adore en fait le folklore breton, disons. Et c'est vrai que un jeu qui parle de la Bretagne sans korrigan, je trouvais que c'était moyen. Un peu dommage. Par contre, je ne sais pas spécialement bien dessiner, donc c'est un ami qui s'appelle Rino qui a fait les illustrations. Dans la vraie vie, il s'appelle Renaud Tomine, mais bon, on le surnomme Rino. Et donc, il a su mettre en image réellement ce que je voulais, donc c'est pour ça. D'accord, vous ne travaillez pas tout seul. Alors, pour développer ce jeu, vous avez besoin de 1 000 €. Vous allez donc déposer le jeu Réaction sur la plateforme de financement participatif kengo.bzh. On trouvera le projet sur la plateforme d'ici 2 jours. À quoi vont servir exactement ces 1 000 €? Alors en fait, la campagne a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est de pouvoir financer le jeu et le distribuer. Le deuxième, c'est de mettre en valeur l'illustrateur, donc Rino, et l'infographiste qui s'appelle Anne Timen, donc celle qui met les cartes en mise en page, disons. Donc les mettre en valeur et les rémunérer correctement. Et le troisième objectif, c'est de remplir les 2 premiers objectifs sans perdre d'argent. Et en sachant que si on arrive à un certain niveau, le jeu pourra même être imprimé en ultra local à Quimper. Donc j'espère. D'accord. Bon, et vous n'en êtes pas votre coup d'essai puisque vous avez réussi à faire financer le jeu Crampouze, un beau succès. Là, on n'était pas dans le médiéval fantastique. Racontez-nous un petit mot sur Crampouze qui a bien fonctionné. Crampouze ou Crampouze, ça dépend en fait. Non, mais il y a les 2 prononciations. Moi je disais Crampouze, il y a quelqu'un de bretonnant qui m'a dit c'est Crampouze. Donc c'est on sent que ça va autour de la crêpe. Voilà, en fait c'est un jeu où on incarne des crêpiers et c'est un jeu de cartes. On a des ingrédients et avec ces ingrédients, donc c'est des ingrédients locaux, il va y avoir des oignons de Roscoff, du fromage du Ménéum. Et avec ces ingrédients, on essaie de composer des crêpes pour gagner des points. Il y a 5 petites variantes de jeu. Une qui ressemble à une sorte de pétanque sur table où on fait glisser les cartes pour les mettre sur le bilic, enfin des petits trucs marrants comme ça. Vous avez une belle imagination et puis vous aimez bien promouvoir la Bretagne sous toutes ses formes. Merci beaucoup pour ça, Guillaume. Si vous aussi vous voulez un jour jouer à Réaction, rendez-vous sur kengo.bzh pour aider Guillaume à financer son projet. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous. Tout de suite, on termine avec un focus programme. Et ce mercredi à 18h30 sur TBO, retrouvez votre magazine Chemin de Traverse. Ce mois-ci, au menu, une ferme pédagogique, la revue musicale Brest Side Story ou encore des maquettes de bateaux de course à Saint-Renan. Petit extrait. Les bateaux sont construits donc de A à Z, en commençant par la coque, après par l'implantation de tous les éléments à l'intérieur, le moteur, l'échappement, la boîte radio, toutes les transmissions. On fait donc une pesée pour voir à peu près par rapport au centre de gravité et après donc on fixe tout l'ensemble. Vous possédez combien de bateaux? Alors personnellement j'ai 7 bateaux thermiques comme vous avez ici. Là. Alors ils vont à quelle vitesse ces bateaux? Tout dépend des maquettes. On a des maquettes purement endurance comme celles qui vont faire les 24 heures de Viry-Châtillon. Ce sont des bateaux qui vont entre 60 et 70 km/h. Et après, en prenant des raceurs ou vraiment des bateaux de vitesse, on peut taper un bon 100 km/h. Et voilà, l'émission touche à sa fin. Roger Elias, Arnaud Le Goueffec, on vous retrouve ce week-end à Pinmar pour le festival
Du goéland masqué pour du polar en rock. C'est donc du 13 au 16. Et puis pour jouer au jeu Réaction, pour l'aider Guillaume à développer son jeu, rendez-vous sur kengo.bzh. Nous, de notre côté, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une très belle soirée sur TBO. Ciao!